Bonjour à tous et bienvenue dans Point Paul, la grande web émission politique de la campagne, imaginée, concoctée, mijotée chaque semaine par l'internaute.com, par le Lab Europe 1, aujourd'hui représenté par Amandine Rayot, Bonjour. par le Huffington Post, aujourd'hui représenté par Romain Herreros, Bonjour. et par le Journal du Dimanche, représenté aujourd'hui par Gaël Vaillant. Bonjour. Bonjour messieurs. Et bonjour, Abdid. Notre invité aujourd'hui, elle est députée LR de la Drôme. Il est maire de Cré. Il a été candidat, souvenons-nous, à l'élection présidentielle à travers la primaire de la droite, à laquelle il n'a pas pu, hélas, participer, on s'en souvient. Il aurait préféré Alain Juppé comme candidat de la droite, mais considère aujourd'hui qu'il n'y a pas de raison pour les Républicains de revenir sur le programme de François Fillon pour les législatives. Notre invité n'est plus candidat à l'élection législative, on va y revenir. Il est le libéral conservateur de Les Républicains. Notre invité, c'est Hervé Mariton. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bah, descends un peu le dire. Descends un peu. Jeanne, au secours! Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bonjour Hervé Mariton. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Point Paul. On commence tout de suite par la séquence qui ouvre traditionnellement cette émission. C'est la séquence Les journées cette photo. Alors c'est très simple, on a retrouvé une photo d'un passé plus ou moins éloigné. Celle-ci date de 2009 exactement. Voilà, elle arrive, elle s'affiche sur votre écran. Vous arrivez en vélo à l'Élysée. Alors on a envie de partager, de revenir sur ce moment avec vous. Vous vous souvenez de ce moment-là? En fait, ce qui nous a surpris, on va vous le dire tout de suite, c'est qu'on a l'impression de voir Christiane Taubira à l'Élysée arriver avec son vélo. Et vous savez que la comparaison n'est pas hasardeuse. Oui, on dit parfois comparaison n'est pas raison. Il y a des choses à dire autour de cette photo. D'abord, à l'époque, l'Assemblée nationale avait un parc de vélos qui venait de la RATP et qui était assez commode à utiliser. Et j'utilisais pas mal les vélos de l'Assemblée à l'époque. L'avantage dans Paris, sur le plat, moi en vélo, je peine dans les montées et j'ai peur dans les descentes. Mais entre l'Assemblée nationale et l'Élysée en vélo, ça allait. Et alors, l'expérience des vélos est assez rigolote parce que j'ai davantage fréquenté l'Élysée à l'époque de Jacques Chirac. J'ai eu l'honneur d'être son ministre et j'allais régulièrement à l'Élysée en vélo. Et Jacques Chirac, mais je pense Claude, en fait, avait fait installer des anneaux à vélo, enfin un garage à vélo, à droite du porche de l'Élysée, dans la cour d'honneur. Dans la cour d'honneur. Et un jour, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, j'arrive en vélo, plus de garage à vélo. Nicolas Sarkozy avait supprimé le garage à vélo que Jacques Chirac avait installé, sans m'avertir, ce qui est vraiment, comme dirait François Hollande, un crime de lèse-majesté. Et j'arrive avec mon vélo, les gardes républicains, c'était pour un déjeuner à l'invitation de Nicolas Sarkozy et de quelques parlementaires sur la crise bancaire et la crise financière. Et les gardes républicains sont très encombrés, que faire du vélo? Et c'est là où on voit tout de même que la République est gérée, c'est qu'ils ont demandé que je leur confie mon vélo, j'aurais confié le vélo, et à la sortie, le garage à vélo, à la sortie du déjeuner, le garage à vélo avait été réinstallé. Je ne suis pas sûr qu'il ait survécu. Vous avez après. réussi. J'ai réussi. Oui. Le Je n'ai pas toujours tiré Nicolas Sarkozy sur les terrains où je souhaitais. Ce qui veut dire que sans doute que Christiane Taubira vous doit beaucoup, car elle aussi a pu garer son vélo dans la cour de l'Élysée. Évidemment. Un mot juste pour rebondir sur cette photo. Autre chose, vous disiez que Nicolas Sarkozy vous invitait pour des réunions. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il fait quoi? Vous avez encore quelques contacts avec lui? Je ne sais pas. Nicolas Sarkozy s'est retiré de la vie politique active. Il ne vient pas, par exemple, aux réunions du bureau politique des Républicains. Nicolas Sarkozy, sûrement, enfin chacun le sait, continue de s'intéresser à ce qui se passe. Moi, je trouve très bien qu'il s'intéresse à ce qui se passe, qu'il prodigue un certain nombre de conseils, qu'il rencontre des amis à lui. Oui. Certains, parfois, de manière plus piquante, essayent d'expliquer qu'il tirerait des ficelles. Oui. Bon, je n'en sais rien, je ne fais pas partie de ces Force intimes. de constater que les fillonistes sont un petit peu exclus, qu'il y a d'autres tendances qui se dégagent, on va creuser, donc c'est pour ça que je n'ai pas envie trop d'en parler. Mais écoutez, on a l'impression que le vrai patron du parti, derrière tout ça, c'est bien encore aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Peut-être, je pourrais vous répondre en le regrettant, mais je pense que l'enjeu, c'est de construire pour l'avenir. Enfin, on est dans un paysage qui est fondamentalement transformé. J'ai, je crois, été parmi les premiers pendant la campagne présidentielle à utiliser l'expression de chamboule tout.
qui a prospéré parce que c'est la réalité qu'on a devant nous. Donc dans ce paysage totalement chamboulé, il est important de créer du neuf, avec des convictions, avec de la force, les choses ne s'improvisent pas, on ne fait pas du passé table rase, il y a un respect des responsabilités exercées au fil du temps, mais on a besoin de créer du neuf. Chacun d'entre nous a besoin de se ressourcer lui-même. C'est Même une des Nicolas raisons Sarkozy. qui font... Moi, modestement, comme député, je ne suis pas candidat à ma réélection parce que je ne veux pas Ouais, m'enfermer dans l'esprit de routine et j'ai besoin de me ressourcer. Vous pensez que Nicolas Et si Sarkozy je a aussi courais besoin comme de se un canard renforcer sans tête Mhm. à l'Assemblée nationale, courant d'une réunion à l'autre comme on le fait volontiers, le risque de ne pas se ressourcer serait important. Cette exigence s'applique à tous. On va y creuser. On va justement. Et chacun en traduit les conséquences qu'il veut pour lui. Je n'exige de personne qui ne se représente pas, évidemment. J'ai des collègues de grande qualité qui se représentent, et tant mieux. J'ai des collègues de grande qualité qui ne se représentent pas. Je ne sais pas si je suis de grande qualité, en tout cas, je ne me représente pas. Et voilà, je on comprends va un ces peu logiques. développer cette question de la route du renouveau. On va ouvrir le grand chapitre consacré à la campagne législative et aux relations qu'entretiennent le parti avec l'avenir et l'avenir que nous promet Emmanuel Macron. Voilà. Amandine, je te laisse introduire, peut-être avec une question. Alors, Un une peu question d'actu. sur François Fillon. On a donc, ça n'a échappé à personne, un nouveau président élu, Emmanuel Macron. François Fillon ne s'est pas exprimé, il s'est exprimé une fois depuis sa défaite le 23 avril au soir. Il n'a pas salué la victoire d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous comprenez ce silence? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est digne d'un homme d'État de ne pas saluer cette victoire? François Fillon, au soir du premier tour, a exprimé des mots très forts et eu un message très clair. Le projet de François Fillon et celui d'Emmanuel Macron ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir des zones de contact sur un certain nombre de questions économiques, mais avec des différences fortes. Et pour autant, malgré qu'il en ait eu à ce moment-là, François Fillon a fait le choix clair de dire qu'il voterait pour Emmanuel Macron. Les choses sont très claires. Voilà. Donc je crois qu'il n'y a pas de reproche à faire à François Fillon. Ensuite, assumer aussi que la vie politique est faite de moments difficiles et quand on prend des grands coups sur la tête et qu'on subit de grandes déceptions après avoir subi de grands moments de joie comme François Fillon, eh bien on n'est peut-être pas blindé à toute épreuve, on n'a pas envie de faire semblant de faire bonne figure toutes les minutes qui passent et de se remettre immédiatement sous la lumière des projecteurs. Moi, je respecte cela. Vous avez des nouvelles de François Fillon? Je n'ai pas de nouvelles directes par François Fillon, mais j'en ai parlé avec Bruno Retailleau. On est très liés avec Bruno depuis longtemps et Bruno a des nouvelles de François Fillon. À la fois, François Fillon est un homme solide et en même temps, voilà, le choc de la défaite, le choc des événements de ces dernières semaines est là et voilà, je pense que ça pèse. Alors, on va se projeter un petit peu dans l'actualité. Dimanche, Emmanuel Macron va être investi officiellement président de la République. Dans la foulée, il va nommer son Premier ministre. Est-ce qu'il doit nommer un Premier ministre de droite? Oui, d'abord, il y a une curiosité institutionnelle, si je peux faire une remarque originale. Et pour avoir fait ma remarque auprès de pas mal de mes collègues, je constate qu'ils la partagent. C'est qu'au fond, le gouvernement en place devrait rester gouvernement de la République. La logique institutionnelle serait qu'il reste gouvernement de la République jusqu'aux élections législatives. Ah, c'est raté. En expédiant... Oui, non, j'entends bien, mais je me permets... Ça n'a pas été le cas en 2012, ça Non. n'a pas été le cas en 2007. Je sais bien. Donc, cette remarque, j'aurais pu la faire avant. Je ne l'ai pas faite avant, je la fais maintenant. Parce qu'en réflexion institutionnelle, au fond, le gouvernement émane d'une majorité. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République, mais il émane d'une majorité. Et la majorité n'a pas changé. La majorité, c'est celle fondamentalement du groupe socialiste encore aujourd'hui, j'espère pour plus trop longtemps, mais encore le groupe socialiste. Donc il y aurait une logique institutionnelle. Je mets ça au débat des constitutionnalistes, au débat institutionnel. Il y aurait une majorité institutionnelle, il y aurait une logique institutionnelle à ce que le gouvernement reste en place jusqu'aux deuxièmes tours législatives, expédiant les affaires courantes, ouvrant une période transitoire. On va dire alors la période transitoire interdit de faire. Tant qu'il n'y a pas de choix législatif clair, il est assez raisonnable que l'exécutif n'en rajoute pas. Cette période ne va durer que 3 semaines. Et au demeurant, cette période ne serait pas considérable. Et je pense que ces périodes transitoires, vous avez l'exemple de la démocratie américaine, ne font pas de mal. Je trouve qu'il est bien, et elle a trouvé sa place,
qui est cette période de passation entre le président sortant et le président élu. François Hollande et Emmanuel Macron, apparemment, le gèrent bien entre eux. Cette période a du sens, elle est très brève, elle pourrait être... Revenons un peu plus justement, longue. en fait, vous sous-entendez que ça pourrait être gênant d'avoir un gouvernement avec des personnalités de droite avant législative. On comprend bien ce problème pour vous, pour LR. Écoutez, la position... moi, je suis tout à fait décomplexé là-dedans. Je vous rappelle qu'à l'Assemblée, j'ai soutenu la loi Macron. Parce que c'est un texte qui a permettait, le texte qui est sorti des travaux parlementaires était pas vraiment amélioré par rapport à l'initial, mais globalement, on était dans une démarche qui permettait de déverrouiller un certain nombre de blocages de la société française et de l'économie française. Donc on peut travailler avec Emmanuel Macron. Et avec une analyse intelligente, qui était une analyse prenant les sujets en termes microéconomiques, et une addition. L'idée, c'était qu'une addition de déblocage microéconomique avait du sens et permettait de faire du bien à l'ensemble de l'économie française. Démarche intelligente et démarche assez innovante. Je l'ai soutenue. Je me suis beaucoup engueulé avec Nicolas Sarkozy à l'époque là-dessus, parce que Nicolas Sarkozy avait très mal pris. Nous avions été concurrents à la présidence de l'UMP, qu'un ancien candidat à la présidence de l'UMP pu exprimer de telles positions. Donc je suis très libre, je l'ai été. Demain, je ne serai plus parlementaire, mais je continuerai d'être engagé dans la vie politique et je garde une opinion très libre sur ce terrain-là. Ensuite, je pense que la cohérence, c'est que la structuration gouvernementale et parlementaire du pays se fasse à l'issue des législatives et pas avant. Donc je ne comprends pas trop ce que peut être le sens de l'avant. C'est très simple, justement, c'est très simple. Emmanuel Macron a tiré à lui une partie des figures LR pour Oui, mais pour ça, il a le déstabiliser Vous droit. affaiblir aux législatives. D'abord, je vous ai expliqué d'un point de vue institutionnel que je pense que la logique vous comprenez très devrait bien. être Vous différente. comprenez sa stratégie. Ensuite, je comprends sa stratégie. Donc la question, c'est comment est-ce que votre parti doit réagir si demain Bruno Le Maire devient ministre d'Emmanuel Macron ou si d'autres personnalités sont débauchées par Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que position, LR fait? le bureau politique, nous nous sommes réunis mardi dernier et là, on a clairement fait une différence, qui n'est d'ailleurs pas facile à expliquer, entre l'avant 18 juin et l'après 18 juin. Après le 18 juin, ce n'est pas votre question, mais il y aura bien un après 18 juin, on a un moment où il faut tenir compte de la composition de l'Assemblée nationale. Le mieux, c'est qu'il y ait le plus grand nombre de députés républicains. Hypothèse d'une majorité absolue, ça s'appelle cohabitation. C'est le plus souhaitable, mais ce n'est pas le plus probable. Et l'hypothèse un peu dégradée, mais qui reste une hypothèse intéressante, qui est celle dans laquelle le groupe républicain est le groupe le plus important, sans pour autant avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui, pour le coup, peut ouvrir le champ à... Coalition. Oui, il y a une forme de coalition. Ça, de mon point Dans de cette vue, perspective-là, de mon effectivement, point de vue, ça n'est pas l'abomination de la désolation dans ce contexte-là. dans ce C'est contexte-là, évidemment plus vous facile aurez à un rapport de imaginer force. en étant la force principale. Voilà, ça, on comprend très bien. Mais Oui. avant ça, hélas, avant ça, il y aura un gouvernement. Ben, je trouve que c'est dommage de trop en dire avant. Enfin, moi, je reste sur la position institutionnelle que je vous ai dite. D'accord. C'est que je considère que peut y avoir des choix individuels et il est prévu de fusiller personne. Mais les dynamiques politiques, elles ont du sens après les législatives. Alors justement sur les lignes politiques, comme vous dites, en ce moment on assiste chez les Républicains à une sorte de scission. Il y a deux blocs qui semblent se dégager entre une ligne, on va dire, plutôt Wauquiez, donc très à droite, et très à cheval sur les questions identitaires, et une ligne plus centriste. Comment cette ligne ou ce problème de ligne va être tranché dans les... Ça, c'est à venir c'est une question terrible. Et tous les responsables politiques ont cette interrogation aujourd'hui en tête. Hier, je sortais des cérémonies de commémoration de l'abolition de l'esclavage au Sénat. Claude Malhuret me croise dans la rue. Et il m'interpelle pour venir boire un café et discuter de tout ça. On est tous très troublés par cette situation. Je vous rappelle qu'avant la création de l'UMP, je viens pour ma part du Parti républicain, démocratie libérale, historiquement composante de l'UDF. Pourquoi est-ce qu'on a créé l'UMP? Parce qu'à un moment, on s'est tout de même rendu compte qu'entre le spectre RPR, plutôt moins européen, plutôt plus interventionniste, plutôt moins libéral, et le spectre UDF, plutôt plus européen, plus libéral, moins étatiste,
plus girondin, plus décentralisateur, il y avait en réalité une intersection considérable. Et qu'il y avait des RPR européens décentralisateurs, on évoquera volontiers le nom de Juppé, mais pas que. Aujourd'hui, Et qu'il y a des UDF, non mais l'histoire est tout à fait essentielle, et qu'il y a des UDF qui pouvaient être aussi sur des terres un peu surprenantes. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut tendre le débat politique de sorte qu'on coince les uns dans un camp, les uns dans l'autre? il y a deux lignes, ça c'est manifeste. J'ai rêvé que non. Et dans ma candidature aux primaires en particulier, et dans ma démarche politique depuis des années, il y a l'affirmation d'une vision libérale pragmatique et conservatrice au sens de Disraeli, conserver ce qui vaut, réformer ce qu'il faut. Mon échec, c'est de ne pas avoir réussi à révéler, au sens photographique du terme, suffisamment cet équilibre politique. Je garde la conviction que la très grande majorité des électeurs de droite sont plutôt libéraux sur les questions économiques et plutôt conservateurs sur les questions de société. On voit bien que ces problèmes de ligne, je vois hélas un débat politique qui, pour des raisons de positionnement, de médiatisation, de simplification, parfois de caricature du message, tend à se polariser dans les deux blocs apparemment opposés que vous décrivez. Il y a aussi un positionnement par rapport au président qui vient d'être élu. Pas mal d'élus de terrain font des remontées sur le sujet. Ils croisent des électeurs dans la rue qui leur disent « il faut travailler avec Macron » ou au contraire qui leur disent « il faut aller vers une cohabitation dure, une opposition dure, frontale par rapport à Macron ». Mais ces questions ne sont pas simples et je pense donc qu'il est utile que le poids de notre famille politique soit important. Il est utile aussi qu'on prenne un peu de temps pour y réfléchir. Et donc, je pense que l'après-18 juin est plutôt un bon calendrier. Il n'y a pas de réponse simple à la question. Donc, il est urgent d'attendre, si je résume. Mais je pense qu'il n'est pas indispensable de théoriser aujourd'hui la division des Républicains en deux camps irréconciliables. Un, pour des raisons de fond, parce que je vous ai expliqué que je pense qu'en réalité, si on ne veut pas tordre la tête, c'est pas impossible. Ce qui vous unit. Et qu'on n'est pas obligé de tomber dans les pièges que d'autres voudraient nous tendre. Et que ça serait bien de réfléchir aujourd'hui et de se dire rendez-vous le 18 juin. Et ce que je regrette, c'est que la réflexion soit parfois reportée à l'après 18 juin. Hervé Mariton, c'est un peu l'appel du 18 juin là, que vous nous faites. Non, mais moi je dis. À votre camp. Je dis qu'il vaut mieux rester unis jusqu'au 18 juin. Et que cette unité ne nous interdit pas de débattre entre nous aujourd'hui. Or, on fait un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on ne débat pas et on se divise. Alors, pour le coup, d'ailleurs, on ne sait même plus pourquoi on se diviserait, puisqu'on pourrait débattre et sur la base du débat, constater qu'il y a deux familles et que voilà, on revient à RPR-UDF, ce que certains ont en intuition. Vous savez, ce que certains ont en intuition. En intuition, c'est pas que des intuitions, on entend ça et là. Oui, qu'il y a des juppéistes, on va le dire, juppéistes Macron-compatibles, qui songent à créer un nouveau parti. Ils vont c'est-à-dire pour des juppéistes, ça peut avoir quelque chose d'un peu piquant. Et puis, si je peux me permettre, je parle de renouvellement, je parle de sortir de la routine. Je pense qu'il y a un nombre d'électeurs auxquels l'UDF et le RPR doivent plus tout à fait être des références. Il y a déjà l'UDI en plus. Donc ce serait l'UDI, un nouvel UDF. Mais moi je dis, débattons d'abord et tirons les conséquences après. Et le risque qu'on a aujourd'hui, notre débat me donne l'occasion de formuler les choses très clairement, le risque qu'on a aujourd'hui, c'est de se diviser d'abord et de débattre après. Ça risque d'être assez virtuel parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus... Une petite question par rapport à ce que vous disiez sur l'UMP. L'UMP, elle a aussi été fondée et créée et pilotée sous la houlette de Jacques Chirac, qui était président et à nouveau candidat à sa réélection. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership au sein de votre famille? Il ne manque pas un patron qui siffle la fin de la récré? Attendez, siffler la fin de la récré. Moi, j'ai toujours été favorable au débat. Donc, on peut avoir un président, terminologie patron, c'est une terminologie médiatique que je respecte, mais les Républicains ont vocation à avoir un président. Je ne sais pas si c'est un patron. Il y a un processus pour ça. Il y a un congrès cet automne qui conduira à l'élection du président des Républicains. Il se trouve qu'on n'y est pas pour l'instant. Voilà, ça c'est un point. Là, pendant ces campagnes législatives, il risque d'y avoir des divisions. Pendant cette campagne législative, je pense qu'on a fait un choix raisonnable, qui est de dire que la campagne législative était conduite par François Baroin.
Bernard Accoyer est secrétaire général des Républicains. Et quand je vois comment il anime les réunions du bureau politique ou du comité stratégique de campagne, je trouve qu'il y met beaucoup de talent et beaucoup d'engagement dans un contexte difficile. Et par ailleurs, Barouin, comme chef de file de la campagne législative. Ça fonctionne. Juste à propos de... Donc on a vu qu'il y avait deux lignes. Une question qui n'a pas vraiment été tranchée. Est-ce que Sens commun a toujours sa place au sein des Républicains? Parce qu'on a vu que ça avait fait polémique. C'est Alain Juppé qui avait parlé d'électorat radicalisé au sein des Républicains. Est-ce que cette organisation a toujours sa place? Est-ce que c'est pas clivant? Excusez-moi, je vais compliquer votre vie et peut-être un peu de ceux qui nous regardent ou nous écoutent, mais je pense que c'est plus compliqué que deux lignes. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça que moi, je ne me résigne pas au fait de dire aujourd'hui, il y a deux lignes, elles sont créer une irréconciliables. dichotomie pour essayer de comprendre ceux qui peuvent aller travailler avec Macron demain et ceux qui lui opposeront une opposition très dure. Je pense que ça existe. Je pense que c'est plus compliqué que ça, y compris parce qu'on ne sait pas. Enfin, ça serait, monsieur, mais c'est intéressant parce qu'on est tout à fait au cœur des sujets qui se présentent. Ça serait tout de même curieux d'imaginer aujourd'hui une structuration de la vie politique, alors que très largement, elle sera impactée par la composition et les rapports de force au Parlement le 18 juin et qu'on ne sait rien de ces rapports de force. Est-ce que la droite classique sera majoritaire, absolue? Est-ce qu'elle sera majoritaire relative? Est-ce que Macron est susceptible d'avoir une majorité absolue? Alors simplement concrètement, une majorité sur relative. Sens commun, sur l'organisation Sens commun. Alors, sur Sens commun, moi j'ai été très proche de la Manif pour tous, je l'assume tout à fait, mon engagement contre la loi Taubira, quelles que soient nos proximités vélocipédiques. Comme quoi on peut être à droite et prendre le vélo pour se déplacer dans Paris, by the way. Sérieusement, quand ma candidature aux primaires s'est arrêtée, j'ai soutenu Alain Juppé, essentiellement par proximité à l'égard de l'homme, et constatant aussi que sur le projet, nous n'étions pas irréconciliables. Il ne faut pas exagérer les différences des uns et des autres. J'ai fait en sorte, et ça s'est très bien passé, ça a été largement expliqué et communiqué. Alain Juppé a reçu la Manif pour tous, ça s'est très bien passé. La Manif pour tous l'a dit, Alain Juppé l'a dit. Alain Juppé a pris des positions très fermes contre la GPA et contre la PMA. Tant mieux des positions d'Emmanuel Macron contre la GPA, dommage ses positions sur la PMA. Mais les choses se sont très bien passées. Ensuite, la question de Sens commun, c'est quoi? C'est en particulier le choix qu'a fait Sens commun dans l'entre-deux tours des élections présidentielles. Moi, je ne partage pas ce choix. J'ai pris position pour Emmanuel Macron au deuxième tour et je l'ai dit. Un, comme tout le monde, je sais que les citoyens sont libres. Deux, je m'exprime, Hervé Mariton, responsable politique, en disant que je votais au deuxième tour Emmanuel Macron, pas de gaieté de cœur. Même auparavant, au premier tour, Hervé on choisit Mariton, au deuxième, on élimine. auparavant, ils ont pris un point important dans la campagne. Et que j'appelais aussi à voter pour lui. Sens commun a fait un autre choix. Et je pense, je le dis très directement, que ça n'aide pas la cause. Enfin, moi je crois, avec d'autres collègues, j'en discutais avec des députés qui sont proches de moi, Philippe Gosselin, d'autres encore, que nous avons réussi ces dernières années à faire en sorte que ces choix très forts d'affirmation de valeurs soient partagés par beaucoup de gens et qui soient sortis d'un corner dans lequel certains voulaient le caricaturer. Certains feront une caricature réac. Et que des positions du style entre les deux tours, on ne sait pas trop, voire certains qui ont peut-être un peu lorgné vers Marine Le Pen, ça n'aide pas à sortir l'exigence de valeur du corner réac dans lesquels certains ont souhaité l'enfermer. Et moi, je continue mon combat pour les valeurs et je ne suis pas un réac pour autant. Est-ce que vous allez réserver des circonscriptions à Sens commun pour les législatives? Écoutez, il y a des candidats, votre question a sa réponse. Les circonscriptions ne sont pas réservées, mais il y a des candidats qui viennent de Sens commun, qui sont candidats aux élections législatives et qui sont des personnalités de qualité. Et le fait d'être membre de Sens commun ne les disqualifie pas en tant que tels, même si je vous le dis, la position prise par Sens commun dans l'entre-deux tours des présidentielles m'a chagriné parce qu'elle abîme la pédagogie et le partage de valeurs sur lequel je pensais que nous avions Disons les progressé. choses plus clairement, dans cette période de clarification politique, de recomposition, est-ce que Sens commun ne doit pas être exclu
de la grande formation politique de droite. Il y a quelques minutes, vous qui se m'expliquiez recompose. que de toute manière, il y aurait deux formations à droite. Donc, on n'est pas dans une logique d'exclusion, Ok. ni quand on regarde vers la droite, ni quand on regarde vers le centre. Est-ce qu'on est dans une logique de clarification du projet politique? La réponse est oui, ça fait partie du débat. Justement. Bon, alors justement, à propos du projet politique, il a été très modifié. Donc c'était le projet de François Fillon pour la présidentielle. Il a subi de nombreuses modifications sur la TVA, sur les fonctionnaires, sur les heures supplémentaires. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que le projet de François Fillon était trop brutal? Écoutez, vous avez rappelé tout à l'heure en me présentant que j'avais exprimé quelques critiques sur ce changement. François Fillon n'a pas été battu en raison de son projet. Les affaires ont évidemment beaucoup abîmé sa candidature, et puis une ambiance pas assez joyeuse, pas assez dynamique, pas assez enthousiaste, pas assez souriante. Et je pense que ça, c'est tout à fait essentiel. Vous savez, mon explication, c'est que 6 mois avant, le projet de François Fillon était très soutenu, pas uniquement dans la perspective des primaires, par les Français en général. Projet courageux, assumé en tant que tel, explicitement courageux. Des différences qui font que je portais ma candidature au présidentiel parce que je trouvais que François Fillon n'était pas assez décentralisateur, parce que je ne partageais pas ses choix de politique étrangère, parce que je suis plus européen que lui. Mais bon, globalement, un projet tout de même puissant auquel beaucoup de Français adhéraient. Alors s'ils y adhéraient, pourquoi l'avoir modifié? Et à mesure qu'on s'est rapproché de l'échéance, indépendamment même des affaires, mais les affaires n'ont pas aidé, et puis la tristesse de la campagne, ce que j'appelle le refus d'obstacle. C'est à un moment, le cheval, qui est devant un obstacle, un projet exigeant, refuse de franchir l'obstacle. Et puis mon pari, mon espoir, c'était que, ok, 1 mois avant, 2 mois avant, refus d'obstacle, mais arrivé au jour même de l'élection, ah bah, je suis devant mes responsabilités, et puis mes gosses, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et puis moi, quel choix je fais, et donc, on frappe du sabot et on franchit l'obstacle. Sauf que les affaires, la tristesse de la campagne, eh bien, ce coup de rein pour franchir l'obstacle n'est plus au rendez-vous. C'est ça mon interprétation. Et donc, non, ce n'est pas le projet qui nous a fait perdre. Sur les amendements. 2 petits points de détail quand même sur les amendements faits au projet de François Fillon par rapport au projet présenté pour les législatives. Une première petite question sur le mariage pour tous, qui a un petit peu disparu de ce projet. François Baroin a indiqué hier en conférence de presse que les droits acquis ne seraient pas remis en cause, sous-entendu que ce n'était plus un sujet, le mariage pour tous aujourd'hui, pour les républicains, pour les candidats républicains aux législatives. C'est votre avis ? Écoutez, 2 choses. D'une part, personne n'a jamais imaginé de remettre en cause les droits acquis, enfin, au sens où personne n'a jamais imaginé de démarier des personnes mariées. Enfin, voilà, donc les choses. Certes, mais l'abrogation de la loi a été évoquée. C'est plus dans le programme. Manifestement, les positions des uns et des autres ne sont pas les mêmes là-dessus. Et le choix qui a été fait, c'est aussi un choix de compromis entre les Républicains et l'UDI, est un choix qui a consisté, ça vaut ce que ça vaut, à ne pas aborder cette question. Vous en êtes rendu compte. Voilà. Et ça vous chagrine ou Écoutez, vous connaissez ma position sur ce sujet. Elle n'a pas varié. Elle était d'ailleurs un peu différente de celle de François Fillon. Mais on fait des compromis dans la vie. J'ai soutenu Juppé au premier tour de la primaire. J'ai soutenu Fillon au 2e tour. Aucun des deux ne proposait l'abrogation de la loi Taubira en tant que telle. Et tous les deux voulaient l'interdiction de la GPA et de la PMA dans des couples de personnes de même sexe. Voilà. Là, il y a un compromis qui consiste à ne pas parler des choses. C'est pas très glorieux. C'est mieux que de dire le contraire de ce qu'on veut. C'est moins bien que de dire exactement ce qu'on veut. Deuxième petit point de détail sur la partie économique du projet. Donc, plus de hausse de la TVA. Oui. Gilles Carrez, mardi soir, avait l'air de dire qu'il manquait 6 ou 7 milliards d'euros pour financer le projet. On sent un petit moment de flottement sur le financement de ce projet. Est-ce que ça vous dérange ? Écoutez, le projet fait le choix sur un certain nombre d'efforts. Baisse des fonctionnaires, par exemple. Comment est-ce qu'on atteint les 500 000 fonctionnaires ? Et sur quelques autres démarches, de raisonner sur un temps un peu plus long. Sur 7 ans. 7 ans plutôt que 5 ans.
de nouveau, on est dans un compromis. Et sans Est-ce les que 2 de points de mon TVA, point de vue, il fallait introduire tous ces changements dans le programme? Je pense que ce n'était pas indispensable. Je vous ai dit que les causes de la défaite, ce n'était pas le programme. Le programme a été massivement approuvé au moment des primaires. Je pense que quelques mesures emblématiques ont manqué. Ça, s'il faut faire une critique au programme, indépendamment du manque de sourire, c'est aussi l'absence de mesures emblématiques dont les gens puissent suffisamment s'emparer, ou qu'on n'a pas suffisamment vendu, ou qu'on n'a pas pu vendre parce que les Là, affaires, on etc. parle de l'avenir, on parle du nouveau programme. voilà. Vous êtes déçu, quoi. Vous êtes, vous Non, regrettez je pense que, écoutez, c'était trop modifié. Je ne suis pas candidat aux législatives. Je serai suppléant du candidat que je soutiens, Paul Bérard, qui est un élu local dans la Drôme, de qualité, qui nous vient de la Cour des comptes. Mais je serai candidat, ce programme, je le prendrai. Je suis au bureau politique. Je n'ai pas voté contre, parce que je pense qu'on est dans un accommodement raisonnable d'une ligne qui doit être portée avec beaucoup de force. Combien vous espérez avoir de sièges pour ces législatives The more the better, comme on dirait en patois, the more the merrier. Le plus possible, et ensuite je ne sais pas. On a une base qui est celle des 200 que nous avons fait dans un contexte déjà difficile il y a 5 ans. Vous y croyez aux 200 ? Ça, je pense que c'est Et solide. parmi les 200, il y en a beaucoup qui ne se représentent pas aussi. Oui, mais qui espèrent que leur poulain sera élu. Enfin, moi, je ne me représente C'est pas. votre Ma cas. circonscription n'est pas facile. Mais d'abord, j'ai fait comme parlementaire un travail considérable. J'ai un très bon candidat que je soutiens et dont je serai suppléant. Et j'espère qu'il sera élu. Mais les électeurs sont souverains. Donc, je ne suis sûr de rien, mais je l'espère. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on espère une majorité absolue. C'est pas le plus évident, c'est pas le plus facile. Quasiment impossible, on peut dire en ces termes. C'est très compliqué. Vous voyez bien quelle va être l'évolution du Front National. La France Insoumise, qu'est-ce que ça devient? Comment se passent les interférences entre la France Insoumise et les candidats communistes? Les candidats socialistes, ils ne sont pas tous si fragiles qu'Hamon l'a été sur le plan national. Les candidats En Marche n'auront pas tous le charisme d'Emmanuel Macron. Imprévisible. Allez, on passe à votre... Avant de fermer ce chapitre-là, on revient sur votre annonce faite aujourd'hui de ne pas vous représenter à la députation dans la Drôme. Expliquez-nous ce choix. On a entendu ce matin que vous cherchez du coup un autre emploi. Alors, est-ce que ça veut dire que votre mairie de Cré ne vous suffit pas? C'est pas un job à plein temps, être maire de Attends, Cré? c'est pas un job à temps plein. Non, non, je suis maire d'une petite ville qui fait 9000 habitants. C'est une ville qui pulse beaucoup, qui a un bassin de population, enfin un rayonnement sur un bassin de 30 000 habitants, qui est une petite ville très active, avec plein d'enjeux importants. Dans la vie économique, l'hôpital, je préside le conseil de surveillance de l'hôpital, tout ça, ce sont des missions passionnantes, mais ce n'est pas un job à temps plein, donc je cherche du boulot. Oui. Alors, vous profitez de Je ce passe une instant annonce. pour passer l'annonce. Voilà. Oui, je cherche du boulot. Est-ce que ce sera tel type, tel autre? Je n'en sais rien à ce stade. Dans Je le suis privé. très engagé en politique aussi. Ça peut être dans le privé, ça peut ne pas être dans le privé. Vous êtes ingénieur, hein? Je suis ingénieur de formation. Voilà, c'est la vie. Ça arrive à plein de gens de chercher du boulot. Oui. Ah bah, bon, mais on avait compris, derrière la rigolade, on a compris que c'était un choix personnel qui était Oui. motivé par des raisons... Il y a plein de raisons. Oui, Il y a expliquez-nous. d'abord le refus de la routine. Oui, ça on a entendu. Et une exigence personnelle, une sorte d'hygiène personnelle. Déjà, il y a 5 ans, je m'étais posé la question. Elle était peut-être un peu virtuelle, la question. Mais j'avais jamais été député d'opposition. Quelque part, ça pouvait être stimulant. D'abord, quand on est candidat, on n'est jamais sûr d'être élu. C'est pas facile, hein, de député d'opposition. Non, mais je pense avoir fait des choses pendant ce mandat, à la fois à la Commission des Finances, comme rapporteur du budget de l'écologie, je me suis beaucoup investi sur les enjeux énergétiques. J'ai publié des rapports sur Areva, EDF, le poste Fukushima, par exemple. Je crois avoir beaucoup contribué à compliquer la fermeture de Fessenheim, parce que je pense que c'est l'intérêt de la nation qu'elle ne ferme pas. Et hélas, elle risque de fermer malgré tout, cette centrale, tous ces sujets-là. Donc à l'avenir... Mais donc, il ne faut jamais être candidat en mode automatique. Il ne faut pas être condamné à sa réélection, il faut se poser des questions. Est-ce que ça veut dire, Ave Mariton, Et puis, on est dans un contexte tellement chahuté, tellement nouveau, le chamboule-tout qui s'est imposé à nous, qu'à un moment, il faut se renouveler, il faut se ressourcer. Et j'ai craint, en étant de nouveau candidat, de partir dans la répétition.
les arguments politiques que je partage avec vous ce matin, j'ai pas toujours réussi à les faire passer avec suffisamment d'impact. Si Donc, je veux continuer à faire de la politique, il y a un peu et la lassitude. politique continue de m'intéresser, eh bien, j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin de trouver une énergie nouvelle. Prendre un peu de hauteur. Je ne vais pas radoter. Je ne sais pas si c'est de la hauteur ou au contraire aller Donc ça cueillir les signifie fruits de la que terre. vous n'avez C'est pas aussi à se fini, renouveler. vous n'en avez pas fini avec vos ambitions nationales, ou vous comptez encore peser sur la scène nationale. Oui, je ne sais pas comment, mais Très bien. je ne prends pas ma retraite, ni professionnelle, Il ni faudra politique. encore Ensuite, compter sur Hervé Mariton. je suis conscient que demain, je ne serai plus parlementaire, mais je reste au bureau politique des Républicains. Je suis actif dans la campagne législative. Je n'ai pas renoncé à la vie publique. Et puis ensuite, la vie publique peut s'exprimer et se vivre de bien des manières. Donc, voilà, il ne faut jamais dire jamais. Je ne sais pas, mais je ne veux pas vous faire de réponse irréversible que vous puissiez m'opposer Ça demain. dira, ça pourrait être une archive. Allez, on passe à une autre séquence. On passe à la séquence Assume ton tweet. Donc, on a retrouvé un de vos anciens tweets qui va s'afficher sur l'écran. Alors, c'était quand Nathalie Kosciusko-Morizet nous dit qu'être moderne, c'est être ni de droite ni de gauche. Elle a tort. Et donc, c'est un tweet qui date du 9 mars 2016, avec l'élection d'Emmanuel Macron qui se revendique, qui franchit la ligne qui va au-delà du clivage gauche-droite. Est-ce que vous assumez toujours ce tweet? Mais moi, j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Nathalie Kosciusko, mais je trouve qu'Emmanuel Macron l'a dit d'une façon plus astucieuse. Macron ne dit pas qu'il est ni de droite ni de gauche, il dit qu'il est et de droite et de gauche. Voilà. Il assume par ailleurs, parfois en le mettant en avant, parfois en étant plus discret, mais il assume une histoire personnelle qui vient de la gauche. Bon. Mais écoutez, peut-être qu'on a le droit de dire qu'il peut y avoir des choses intelligentes à droite et qu'il peut y avoir des choses intelligentes à gauche. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pas voté parce qu'il n'y a pas eu de vote, mais j'ai soutenu la loi Macron à l'Assemblée nationale, quitte à me faire tancer vertement par le président de mon parti à l'époque, Nicolas Sarkozy, et beaucoup de mes petits camarades qui avaient du mal à comprendre cela. Moi, Hervé Mariton, je suis un homme de droite. Je suis pour l'affirmation de la liberté, je suis pour la référence aux valeurs. Et je suis conscient qu'il faut que je trouve une nouvelle manière de le vivre et de le dire qui fasse que je serai mieux entendu demain. Mais ma culture politique, mon histoire politique, elle est de droite. Donc, être moderne, c'est pas être ni de droite ni de gauche. Être moderne, ça n'est pas refuser une histoire. Être moderne, ça n'est pas refuser une identité. Mais être moderne, ça n'est pas refuser l'altérité non plus. Donc, on a le droit d'être ouvert sans être offert à tous les vents. Toutefois, sur la question du clivage, il y avait un clivage droite-gauche. Aujourd'hui, il y a un autre clivage qui est apparu, un clivage, on va dire, progressiste, ou plutôt modéré, et radical, ou plutôt ultra-conservateur, qui opposerait donc les partis traditionnels aux partis d'extrême droite Et et je d'extrême récuse. gauche. Donc, au moins, ma venue ici me serve à vous dire très clairement que je récuse ce clivage-là, que ce clivage cherche à enfermer tout un courant d'opinion dans ce qu'il n'est pas. Je suis... Ce clivage n'existe pas pour vous dans la réalité Oui, il n'est pas électorale. opérant, quoi. En tout cas, moi, je ne le veux pas et moi, je ne rentre pas dedans. Parce que je pense être modéré. Je vous ai expliqué que je venais de l'UDF. Je suis capable de soutenir la loi Macron. Quand je m'exprime avec les médias et dans la vie publique, je m'exprime de manière modérée. Parfois, probablement, ça peut nuire à la percutance de la communication dans le monde d'aujourd'hui, et je l'assume. Hervé Mariton, Parce que je n'ai pas envie de me trahir pour être ce que je ne suis si pas. demain, Donc je suis modéré, et en même temps, Vous reprenez l'expression d'Emmanuel Macron, et en même temps... mais pourquoi pas, si c'est intelligent. Donc je suis modéré, et en même temps, je ne récuse pas toute conservation. Donc les gens qui ne veulent pas être tirés par le bout du nez au nom d'un progressisme qu'il resterait à définir, ne sont pas des excités pour autant. Je vois bien la commodité qui peut consister à décrire la vie politique française entre des modérés progressistes et des réacs excités. Certains même proposent que les républicains se coupent entre ces deux catégories. Eh bien, je ne sais pas si ça me laisse aucune herbe sur laquelle prospérer ou au contraire un champ considérable, mais je ne me sens ni réac excité, ni
progressiste, Macron, refusant Si cette dichotomie. toute référence au monde et à son histoire. Autre question, très simple. Si demain, Emmanuel Macron fait appel à vous pour travailler sur un dossier ou un autre, même pour intégrer le gouvernement, vous lui dites quoi? Écoutez, je quitte le Parlement, donc c'est une page de mon histoire politique qui se tourne. Je vous ai répondu tout à l'heure sur le fait d'abord que mon engagement, y compris ma vie professionnelle demain, elle peut être dans le privé, elle peut être dans le public. Donc la question peut se poser à un moment et on le verra. En tout cas, mes convictions, je n'en bouge pas et je ne les récuse pas. Et s'agissant du mouvement politique en général, moi j'adhère totalement à ce que nous avons redit au bureau des Républicains mardi soir, qui est de dire très clairement qu'il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir du sens A, dans un rapport de force politique qui doit nous être le plus favorable et qui se définit collectivement Dans ce cas de figure, après les législatives. vous êtes disponible pour vous rendre utile, si nécessaire, aux réformes à venir ou si le président, dans un gouvernement, fait appel à vous. Ça peut être Je n'ai pas franchement compris que ça se présentait de cette manière-là. Pour tout vous dire, le principe d'utilité dans la vie est toujours un principe extrêmement sain. Je vous ai dit qu'il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Et je ne dis pas que je ne reviendrai jamais à une fonction politique au-delà de la mairie de Cré que je continue d'exercer. Mais je suis tout de même aujourd'hui clairement dans l'état d'esprit de tourner une page de ma vie. Et les personnes que j'ai commencé de solliciter à titre confidentiel, mais j'ai commencé de le faire ces derniers jours pour chercher un emploi, c'est plutôt dans le monde de l'entreprise. Entendu. On passe à autre chose, une autre séquence. Tout à fait. C'est une petite séquence un peu bienveillante dans cette émission. Pendant 1 minute, on va vous demander de dire du bien d'une personnalité. Alors évidemment, on vous impose un choix qui est parfois un petit peu compliqué. 1 minute pour dire de bien, soit de François Bayrou, soit de Nicolas Dupont-Aignan. Je vais choisir François Bayrou, ce qui est très risqué auprès des cercles politiques qui, pour certains d'entre eux, ont François Bayrou en horreur. Vous avez 60 secondes. D'abord, ce qui me permet d'occuper un peu du temps, et une formule que j'utilise souvent vis-à-vis d'autres personnes, c'est parfois en dire du bien, on le ferait mal, et en dire du mal, ça ne serait pas bien. Donc si, disant du bien de François Bayrou, je le fais mal, ne m'en voulez pas trop. Moi, j'ai toujours dit que François Bayrou était une personnalité forte et un personnage fort du débat politique français. Et quand François Bayrou a pris position pour Emmanuel Macron, certains à droite et autour de François Fillon ont traité ça par le mépris en disant qu'il ne représente rien. Évidemment, François Bayrou représente le soutien à Hollande en 2012, une distance par rapport à ce qu'a été pendant longtemps son camp politique, et ça c'est extrêmement difficile à encaisser. Il se trouve que l'homme a un talent personnel et l'homme a une force propre et il entraîne quelques personnes. Il ne faut jamais sous-évaluer. Dans ma tendre jeunesse, j'ai été candidat contre François Bayrou à la présidence de l'UDF. J'avais fait 10% des voix à l'époque. On était dans un combat, pas sur la même ligne politique au demeurant, moi plus libéral et plus à droite que lui, mais je pense que la droite, à l'égard de François Bayrou, a eu le grand tort de trop le traiter par le mépris. On peut être très sévère à l'égard de son comportement politique en 2012 et dans les années qui ont suivi. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs quand on regarde la situation à la pour dire du bien, je rappelle cet exercice. Pour autant, ouais, je fais encore de la politique. Pour autant, François Bayrou ne méritait pas le mépris dans lequel la droite l'a souvent enfermé. On ne gagne rien à mépriser ses adversaires, on ne gagne rien à mépriser ses concurrents. Et François Bayrou, on pouvait en dire beaucoup de mal en politique, qu'on n'était pas obligé de sous-évaluer l'impact qu'il pouvait avoir. C'est tout de même une forme de gentillesse que je suis en train d'exprimer. C'est vrai. Un mot peut-être sur Nicolas Dupont-Aignan, qui était l'autre choix qui vous est proposé. Vous avez un commentaire à faire sur ça? Non, attendez, vous avez choisi vous-même, donc vous ne pouvez pas me demander de faire 2 fois l'exercice. Nicolas Dupont-Aignan est un homme qui a des qualités personnelles, qui a sûrement une force de caractère très, très grande. Je n'ai pas compris son choix, je ne sais pas comment ça vous a déçu en gérer les conséquences. D'une certaine manière, oui, parce que pour m'être moi-même engagé, m'être moi-même porté en avant dans un certain nombre de combats qui n'étaient pas faciles,
j'ai toujours eu une forme de respect pour l'autonomie, pour l'indépendance politique. Et moi, je ne suis pas souverainiste, je suis européen de conviction. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en Europe. Et je ne suis pas un Européen BA, mais je ne suis pas sur la ligne européenne de Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Mais avoir le courage et la force de ses idées et aller au combat avec, ça me va bien. Et j'apprécie cette indépendance d'esprit chez Nicolas Dupont-Aignan. Son ralliement à Marine Le Pen, je n'ai pas du tout apprécié. Voilà, donc je trouve que c'est triste. Allez, quelques minutes pour parler de l'opposition à Emmanuel Macron après le 18 juin. Hein, on va se placer dans cette perspective cette fois-ci avec quelques questions. Robin. Alors, dans l'hypothèse donc, où vous avez un gros groupe à l'Assemblée nationale, quel type d'opposition vous allez faire, la droite face à Macron? À quel texte, sur quel type de réforme? Sur la moralisation, sur la réforme du Code du travail? D'abord, on espère être majoritaire. Ensuite, prenons les deux exemples que vous venez de citer. Le Code du travail. Nous sommes favorables à un assouplissement du Code du travail et cet assouplissement est essentiel. Je rappelle juste un exemple que j'ai rappelé au bureau politique des Républicains l'autre jour, tellement le devoir de vérité s'imposait. Ayez en tête, contrairement à ce que plein de gens disent, sur le problème des travailleurs détachés, qu'un Polonais au SMIC travaillant en France coûte plus cher qu'un Français au SMIC travaillant en France. La France, au niveau du SMIC, est un des pays de l'Union européenne qui a les charges sociales, en particulier depuis le CICE, les plus faibles. Les charges sociales en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie sont inférieures à ce qu'elles sont en France. C'est la démonstration in vivo que le problème n'est pas uniquement un problème de directive travailleurs détachés, même s'il y a des fraudes, et c'est autre chose de combattre les fraudes. Ça n'est pas uniquement un problème de niveau de charge sociale, c'est très largement un problème qualitatif de droit du travail. Donc oui, la simplification du Code du travail est essentielle, en poussant le curseur autant qu'on le souhaite, mais en encourageant ce que le président de la République, Emmanuel Macron, peut avoir envie de mettre au débat. Moralisation de la vie publique, oui, il y a un certain nombre d'enjeux. Je pense aussi qu'on doit avoir le courage, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, à mener ce débat sans démagogie aucune. Donc, je ne serai plus député, mais pour autant, je n'ai pas envie qu'on coupe la tête à tous les députés, je n'ai pas envie qu'on mette les députés à poil en les privant de tout moyen, de collaborateurs ou d'exercice de leur mandat. Vous savez, on connaît cette démagogie. Et il y a des relents dans notre pays de refus de la démocratie représentative en tant que telle. Donc, si on ne croit pas en la démocratie représentative, à un moment, ou si on part du principe que les députés sont nuls par construction, j'y serai plus demain, mais ils ne seront pas nuls pour autant. Eh bien, on a besoin de députés qui puissent fonctionner. Donc, oui à la moralisation de la vie publique. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, et s'il vous plaît, gouvernement et parlementaires de demain, sans démagogie. Alors justement, est-ce que, à propos de la réforme du Code du travail, Emmanuel Macron compte la mener par ordonnance? Est-ce que c'est une méthode qui vous paraît antidémocratique? Non, ce n'est pas antidémocratique, mais moi, j'ai jamais été fanat ordonnance. Un peu d'ordonnance, ça va. Trop d'ordonnance, je pense que ce n'est pas la méthode miracle. Je le disais, y compris quand à droite, des gens comme Jean-François Copé mettaient beaucoup en avant la proposition de gouvernement par ordonnance. Il peut y avoir référendum sur certains sujets, il peut y avoir ordonnance. Je vous rappelle que les ordonnances passent tout de même d'abord par une loi d'habilitation votée par le Parlement. Alors je crois qu'il y a une première clé de travail parlementaire. Rassurez-vous, ce n'est pas pour ça que je ne suis pas candidat, mais c'est de faire travailler le Parlement tout l'été. Autant que les ordonnances, la question c'est l'activité du Parlement pendant tout l'été qui vient, parce que à faire l'impasse sur l'été d'un nouveau mandat, on perd beaucoup de jus et on perd beaucoup d'influx et d'impulsion du nouveau mandat. Donc il faut, de mon point de vue, travailler tout l'été. Je redis, ce n'est pas pour ça que je ne suis pas candidat. Et ensuite, il peut y avoir des ordonnances dans certains domaines, il ne faut pas en abuser. Donc je n'ai pas de position dogmatique sur le sujet. Code du travail, peut-être, mais il ne faut pas que toutes les réformes passent par voie d'ordonnance. Les ordonnances, c'est un 49.3 qui ne dit pas son nom? Non, c'est différent. Ce qui serait embêtant, c'est que la loi d'habilitation passe en aux ordonnances passe en 49.3. Là, ça commencerait à faire beaucoup.
toute dernière séquence de ce chapitre avant la toute dernière question. Un mot rapidement sur le Parti Socialiste à gauche en ce moment, c'est la catastrophe. J'imagine que vous avez vu ça de près. Qu'est-ce que vous inspire la façon dont Emmanuel Valls aujourd'hui est considéré par En Marche? Non, je ménage ma peine et mes efforts, j'ai pas d'avis sur tout. Très franchement, c'est déjà bien assez compliqué chez nous. On sait que vous êtes un fan analyste de la vie politique. Oui, d'accord, mais c'est bien assez compliqué chez nous pour qu'on ne donne pas de leçons sur les autres. Et je vous le dis, y compris dans mon choix de ne pas être candidat, il y a cette volonté de réfléchir un peu plus. Je sais bien que la vie politique, vous m'avez interrogé, qu'est-ce qui se passe avant les législatives, après les législatives, le positionnement des Républicains, les gouvernements qui passent. La vie politique, elle est faite en effet dans des rythmes effrénés. Mais il y a un moment, et peut-être que c'est à ça que peut servir quelqu'un qui fait le choix de ne pas être député, qui est peut-être de réfléchir et de parler un tout petit peu moins vite que les autres, de sorte à mettre un peu plus de lumière sur des chemins qui sont très compliqués. Et donc ça me dispense de mettre de la lumière sur les autres, parce que j'en ai déjà pas assez pour moi. Toutefois, sur le PS, il y a une crise au PS, il y a une crise au FN. Chez les Républicains, il y a des dissensions internes. Est-ce que cette année politique n'a pas signé une sanction pour les partis traditionnels, pour le système partisan politique? Oui, le résultat est là, donc vous avez évidemment raison. On serait inconscient de ne pas assumer cela. Donc il y a une sanction. Nous étions sur la chronique d'une victoire annoncée au présidentiel. Cette victoire s'est transformée en échec. Les socialistes ne prévoyaient pas cela. Donc tout ça, est-ce qu'il y a un échec des Républicains? Est-ce qu'il y a un échec du PS? La réponse est oui, c'est évident. Donc ça, au moins, je n'ai pas besoin de générateur de lumière pour dire ça. Mais une fois qu'on dresse ce constat, c'est quoi l'avenir? C'est la fin des partis. Là, j'essaye de mobiliser de l'énergie supplémentaire pour y voir clair. C'est pas si facile. Est-ce que c'est la fin des partis ou est-ce que c'est une recomposition de la vie politique? Non, ça serait dangereux de dire la fin des partis parce que, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui critiquent la démocratie représentative, qui considèrent qu'on n'a pas besoin de députés ou qui veulent beaucoup les fragiliser, référendum révocatoire, la démocratie directe. Pourquoi pas, mais jusqu'où? Enfin, c'est utile. Et puis, moi, je veux bien qu'on fasse des choses très originales en France, mais enfin, dans les différentes démocraties sur la planète, il y a en général des parlements, et quand il n'y en a pas, ou quand ce sont des parlements croupions, il y a de quoi s'inquiéter. Et il y a en général des partis, et quand il n'y en a pas, ou quand ce sont des partis croupions, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, il faut une voix française, il faut une lumière française pour l'avenir du monde et pour la régénérescence de notre système politique. Mais je n'ai pas la prétention, et je n'aurai pas l'imprudence de dire qu'il faut supprimer la démocratie représentative et qu'il faut supprimer les partis. C'est précieux. La disparition du PS que certains craignent, ça vous inquiéterait au final? Mais je ne maîtrise pas ça, mais il y a tout de même... Écoutez, quand je vais voir des enfants de CM2, alors je veux dire et on peut dire en même temps, quand je vais voir des enfants de CM2, ce que je fais souvent, ou des enfants de collège, comme député ou comme maire, et qui me demandent la différence entre la droite et la gauche, je leur dis que, au fond, nous avons une devise de la République qui est la nôtre à tous, liberté, égalité, fraternité, mais au bout du bout, eh bien l'homme de droite, s'il est vraiment forcé à un choix entre la liberté et l'égalité, choisira la liberté, et l'homme de gauche, s'il est forcé à un choix entre la liberté et l'égalité, il choisira l'égalité, et que, heureusement, nous avons la fraternité en partage. C'est simple, mais je pense que ce n'est pas tout à fait faux. Donc, est-ce que ça interdit de faire des choses ensemble? La réponse est non. Est-ce que ça interdit de regarder ce qu'il y a d'intelligent chez le copain d'à côté? Quand des entreprises sont en concurrence, un petit clin d'œil à Emmanuel Macron. Elles regardent ce qui se fait chez le copain d'à côté. Donc, rien de tout ça n'est interdit. Rien de tout ça n'est horrible. Mais on a des cultures. Moi, j'ai une culture de droite. Je l'assume. J'ai envie de la partager. J'ai envie qu'elle soit régénérée, revivifiée, renouvelée. C'est pour ça que je ne suis pas candidat là aux élections législatives. Je ne sors pas de la vie publique pour autant, mais j'ai aussi envie de faire autre chose, parce que c'est aussi en faisant autre chose qu'on trouve des idées nouvelles, qu'on rencontre des gens nouveaux. J'ai envie de rencontrer des gens nouveaux aussi. J'aime beaucoup mes collègues parlementaires, mais à un moment, les journalistes que je rencontre, je me dis aussi que ça vaut la peine dans la vie de rencontrer des hommes et des femmes qu'on n'a peut-être pas rencontrés jusqu'à présent. Allez, toute dernière séquence de l'émission. La séquence Tu préfères, alors vous préférez, on vous soumet à des choix cornéliens. Alors, est-ce que vous préférez ne plus pouvoir porter de pull coloré ou ne plus pouvoir boire de clairette de Die? Je veux pouvoir boire de la clairette. Il y aura bientôt de la clairette rosée. La clairette a souffert du
du gel, malheureusement, ces dernières semaines, et je continue d'avoir des pulls un peu colorés Ah, il faut choisir. avec moi. Écoutez, je renonce au pull alors, mais vraiment, vous voyez que c'est douloureux. La clairette, il faut bien un sacrifice. Non, mais les pulls, ça me concerne moi. La clairette, ça concerne tout de même des milliers de gens. Est-ce que vous préférez faire du vélo avec Christiane Taubira ou dîner avec Laurent Ruquier? Écoutez, le vélo, c'est fait. Laurent Ruquier, il m'a déjà torturé, mais un dîner avec lui, ça peut être assez stimulant. Donc je choisis Laurent Ruquier. Est-ce que vous préférez que le burkini soit autorisé sur les plages françaises ou que le salaire des députés soit réduit? C'est stupide de réduire le salaire des députés. Vous l'avez expliqué Je justement. ne serai plus député bientôt, donc je pourrais me lancer dans un concours de démagogie fastoche en disant faut le diviser par deux. Ben non, je ne le dis pas. Quant au burkini, cette affaire a été inventée, montée en épingle dans des conditions curieuses. Donc, j'ai jamais vu beaucoup de burkini au Touquet, par exemple. Il faut demander à M. Macron. Ou à M. Fasquelle. Oui, c'était mais oui, j'aime beaucoup Fasquelle, mais là, son arrêté était un peu curieux. D'ailleurs, il a eu l'intelligence de ne pas persévérer dessus. Donc, non, ne baissons pas le salaire des députés. Et enfin, est-ce que vous préférez perdre l'usage de la parole ou bien devoir commencer toutes vos phrases en complimentant Nicolas Sarkozy? J'ai jamais commencé toutes mes phrases en complimentant Nicolas Sarkozy et probablement il ne l'a jamais supporté. C'est la vie. Ce sera le mot de la fin. Merci Hervé Mériton d'avoir été avec nous dans Point Paul. On se retrouve la semaine prochaine, mais même endroit. Merci. Au revoir.